Bonjour à toutes et à tous. Alors, il m'incombe à ce moment précis de faire peut-être la mission la plus difficile qui consiste à remplacer Maët. Et voilà, donc je peux vous dire que là, je suis je vais prendre toutes les précautions possibles parce que remplacer Maët, ça me paraît presque impossible. Merci beaucoup d'être là pour ce Café des libraires avec 3 auteurs, 3 interprètes et pour une fois 2 libraires, mais moi je vais m'effacer un petit peu parce que c'est Marie-Ève qui va évidemment être la véritable animatrice de cette rencontre. Comédie humaine, on y est, c'est ça. Et pour accompagner les auteurs, 3 interprètes. Marguerite Capel sera la voix d'Arthur Nersessian, Adélaïde Pralon sera la voix de Seth Greenland et Antoine Fréburger sera la voix de Rachel Cusk. Au centre, Marie-Ève Charbonnier. Alors Marie-Ève Charbonnier est une jeune libraire, mais qui a une certaine expérience des métiers du livre, puisqu'elle est passée par l'édition de longues années. Vous reprenez une librairie proche de Vincennes, à Saint-Mandé, qui s'appelait Mots Émotions, et avant cela, qui s'appelait la librairie Monaco. Et vous l'avez rebaptisée Parole. Là, c'est sans doute votre fréquentation de la poésie qui vous a conduite à faire ce petit clin d'œil à l'un des grands poètes du patrimoine français, qui est Jacques Prévert. Vous allez être ici dans votre élément, puisque l'une de vos grandes joies dans la vie, eh bien, c'est de parler des livres. Voilà. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir accepté notre invitation. Je vais présenter brièvement chacun des auteurs, et puis ensuite, ce sera à toi de composer cette rencontre avec, autour des 3 livres publiés. Je vais commencer par vous, Rachel Cusk. Vous publiez cette année Parade, votre nouveau roman aux éditions Gallimard, dans une traduction de Blandine Longre, dans la collection du Monde entier, bien connue. Vous êtes né au Canada de parents anglais, vous avez vécu pendant votre enfance à Los Angeles, puis de retour en Angleterre, vous avez fait de belles études et vous avez travaillé dans une agence littéraire. Votre premier roman, apparu en 1993, il s'appelle Saving Agnès. Il n'est pas traduit en français. Et puis, on a fait votre connaissance en France avec un premier livre traduit en 2005 qui s'appelle In the Fold en anglais, qui a été repris aux éditions de l'Olivier sous le titre Egypt Farm. En 2006, vous publiez l'un des livres qui vous a vraiment fait connaître auprès des lectrices et des lecteurs français, qui s'appelle Arlington Park, qui a été d'ailleurs adapté au cinéma. Entre 2014 et 2018, vous publiez une trilogie Outline en 3 parties. Et puis en 2021, La Dépendance sera un livre primé en France, dans une traduction de Blandine Longre également, et toujours aux éditions Gallimard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Seth Greenland. Alors, Seth Greenland, vous êtes scénariste et romancier. Vous avez un ton tout à fait reconnaissable dans vos romans. Un premier roman vous a signalé, alors que vous travailliez à l'époque dans le cinéma, qui s'appelle Mr. Bone aux éditions Liana Levy. Et puis, on suivit plusieurs livres, dont Un patron modèle. Et puis, ce dernier livre, Plan américain, qui d'une certaine façon fait suite aux mécaniques de la chute, puisqu'on va retrouver un des personnages, mais une suite qui précède l'action du roman, La mécanique de la chute, roman sur le cinéma, roman extraordinaire, dans une traduction, et c'est là que j'ai oublié le nom du traducteur, alors que je ne devrais pas, Adélaïde Pralon, puisque c'est Adélaïde qui traduit Seth Greenland. Voilà. On ne remplace pas Maët comme ça. Et puis surtout qu'on a eu un débat ensemble. Voilà. Et enfin, Arthur Nersessian, en face de moi. Arthur, on vous a connu... Je me trompe de fiche. Voilà. Ah ben non, j'ai la fiche de Chris Kraus. Ah, voilà. On vous a découvert, Arthur... Non, c'est la fiche de Chris Kraus. Je me suis trompé. Bah, tant pis, on va improviser. Voilà, vous êtes ce qu'on pourrait qualifier un pur produit de New York, notamment de l'underground new-yorkais. Vous avez, après un pari avec un cinéaste qui s'appelle Dominique Moll, qui est l'un de vos amis rencontrés dans la jeunesse,
fait le pari d'écrire un roman. Vous avez écrit ce roman, mais vous avez eu un petit peu de mal à le publier pendant un certain temps. Vous l'avez fait découvrir autour de vous, tout le monde l'a trouvé formidable, jusqu'au jour où un bassiste d'un groupe de rock montant une maison d'édition a décidé d'en faire l'un des titres phares de son catalogue. Mais il aura fallu encore attendre un certain nombre d'années pour qu'il soit publié en France aux éditions de La Croisée, dans une traduction de Charles Bonneau. Ça s'appelle Fuck Up. C'est un livre qui a eu un grand succès et aux États-Unis et en France. Et là, vous êtes invité pour un deuxième livre que vous avez écrit il y a un certain nombre d'années, qui s'appelle Dog Run, toujours aux éditions de La Croisée et toujours dans une traduction de Charles Bonneau. Ma chère Marie-Ève, à vous. Merci Pascal, merci beaucoup. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui et d'être là avec ces 3 auteurs et autrices dont j'ai adoré les livres. Je vais reprendre l'ordre inverse du tien, Pascal. Donc, je vais commencer par poser des questions à Arthur. Votre 4e roman paru aux États-Unis et 2e publié en France. On y suit les aventures de Marie, qui est une jeune femme de 29 ans, qui vogue de petit boulot en petit boulot, et on la suit, on démarre le livre avec sa découverte de son compagnon, qui est mort de façon brutale. Elle s'y attend pas. Et on va la suivre dans une espèce de déambulation dans la ville de New York. Elle va partir à la recherche de son passé. Et ce faisant, elle va se trouver elle-même. Voilà, résumé très rapidement et sans trop rien dévoiler du livre. Votre roman donc, donne toute sa place à la ville de New York. Il déborde d'énergie. C'est vraiment, il y a une énergie vitale dans ce livre. Et dans une époque aussi, puisqu'il se passe vraiment au tournant du XXIe siècle. Et j'ai envie de commencer par une première question qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais qui, moi, m'a beaucoup interpellée, parce que je pense que ce n'est pas si fréquent que ça. C'est un roman qui est raconté à la première personne du singulier, par la voix d'une femme. Or, vous êtes un homme. Ça fonctionne extrêmement bien. Et première question, pourquoi ce choix ? Initially, The Fuck Up was published, and it sold very well. So my publisher said, "We want you to do The Fuck Up 2." And I said, "No, I am an artist. I have to do something original." So I said, "I'm going to do it from the point of view of a woman. I'll stay in that world, but I'm not going to do the same novel twice." But I wish I did. It would have made a lot more money. But that's why I took it as a challenge, and that was what started. That was why I initiated as a woman. Au départ, donc, je venais d'écrire et de publier Fuck Up, qui s'était très bien vendu. Et donc, c'est mon éditeur qui m'a dit faut faire Fuck Up 2, en fait, faut faire la suite. Et moi, j'ai dit non, je suis un artiste, je vais faire quelque chose d'original, je vais faire quelque chose de complètement différent, dans le même univers, mais avec un point de vue féminin. Donc, ce ne sera pas la même chose. C'était un peu un défi, en fait, que je m'étais posé. Bon, peut-être que j'aurais dû faire Fuck Up 2, en fait, j'aurais sans doute gagné plus d'argent. En tout cas, ça fonctionne très bien. Donc, merci d'avoir suivi le conseil, de ne pas avoir suivi le conseil de votre éditeur. Ce personnage de Marie, comment est-ce que vous l'avez construit ? C'est pas juste l'inverse de Fuck Up. Let's see. How did I create her character? Slowly, carefully. I mean, it goes to the question of plot is character, and I think that was to some degree how you create it. I mean, you see how the character proceeds. You start with some fairly vague goals, and they get more specific as you go on in the writing process. I mean, other than that, her general tone was just the tone of so many women that I knew at that time in the East Village. It was kind of a consolidation of a lot of the characters of that time and place from 20 years ago. Alors, comment se crée un personnage ? C'est un processus qui est assez lent, qui est assez prudent. Ça revient toujours à la question de savoir comment l'intrigue et le personnage interagissent ou se nourrissent l'un l'autre, comment ça se crée. C'est au fur et à mesure, en fait, en voyant le personnage agir, que des objectifs qui, au départ, peuvent être un petit peu vagues, se précisent au fur et à mesure du processus d'écriture. Et de façon générale, la tonalité de ce personnage-là, c'est un peu une sorte d'agrégat de plein de femmes que j'ai pu connaître dans les Village de cette époque-là, donc il y a une vingtaine d'années.
Alors East Village, justement, New York, qui a une place, c'est un lieu commun un petit peu de dire que la ville est un personnage de roman, mais c'est vraiment le cas, et notamment ce quartier en particulier. Il y a aussi une dimension historique, parce qu'en fait, vous racontez le East Village des années 2000, mais aussi celui des années 70-80, où Primo, le petit ami de Marie, a évolué. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vraiment donner une dimension historique à la ville de New York? Pourquoi ce parti pris? Well, I have to say, I'm a third generation New Yorker. I was born and raised in the city, and it's a city in many ways that a lot of New Yorkers, well, if you meet most New Yorkers now, they were there for like 10 years. They don't go that far back as far as being there. It's not a good place to live as far as affordability and rent. So I mean, my perception of New York does go back. I think of New York as kind of 3 or 4 different cities in my lifetime. When I was born into New York in 1958, it was just after what they refer to as white flight, where a lot of the people had left the city to go to the suburbs. And then kind of a ghettoization occurred throughout large parts of the city where it was kind of abandoned. And by the late 70s, early 80s, New York started kind of becoming it started coming back. People started filling the low-income areas of the city. And there was a kind of wonderful rejuvenation, and we started seeing this interesting kind of grassroots culture. It was still affordable. There were all these different little venues and restaurants and coffee shops, and there was a poetry scene, a theater scene. There was a music scene, punk rock, and so forth. And it was really vibrant. And then it started, you can't really stop economic growth where you want it to be from a creative point of view. So it started turning into this kind of Disneyfication of itself and kind of eating itself. And the rent started rising, and all these little wonderful places that made it interesting started kind of drying up and were replaced by Starbucks and, the big franchises of the world. And now the New York I see today is a kind of a sad imitation of what it once was. And so this was an interesting little point in history, if you will, as the economy kind of, went crazy, before it went crazy anyway. So. Alors moi, je suis un New-Yorkais né et élevé dans la ville. Je suis de la 3e génération dans ma famille de New-Yorkais. Alors qu'aujourd'hui, si vous parlez à des New-Yorkais qui vivent aujourd'hui dans cette ville, la plupart n'y sont que peut-être depuis une dizaine d'années. Ça remonte pas aussi loin. C'est pas une ville où c'est facile de vivre sur le long terme parce que c'est cher, parce que les loyers sont inabordables. Alors que moi, quand même, le long de ma vie, j'ai connu 3 ou 4 New York différents. Le New York où je suis née en 1958, c'est celui d'une période à laquelle on s'est référé comme étant la fuite des Blancs, les Blancs qui partaient vers la banlieue. Donc c'est une période qui a été une période de ghettoisation de la ville, d'abandon de quartiers entiers de la ville. Et puis ensuite, à la fin des années 70-80, il y a eu un retour. Il y a eu des gens qui sont venus réinvestir ces quartiers. Et il y a eu un véritable renouveau culturel avec des super lieux, avec des super cafés. Les choses étaient abordables. Et il y avait une scène extrêmement vivante de poésie, de musique, le punk rock. Donc ça a été une période extrêmement fertile. Et puis ensuite, la croissance économique est rarement compatible avec la créativité. Et il y a eu un moment où c'est devenu une espèce de Disneyland, en fait. Les loyers sont devenus extrêmement chers. Tous les endroits intéressants ont commencé à disparaître les uns après les autres, à être remplacés par des grandes chaînes de type Starbucks. Et le New York d'aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment une pâle copie assez pathétique de celui que j'ai connu. Donc voilà pourquoi c'était intéressant pour moi de revenir juste avant, historiquement, peut-être juste avant que toute cette folie commence dans le New York de la période qui précède. En tout cas, ça donne très envie de revenir en arrière pour vivre à cette époque-là, parce que c'est un roman qui déborde vraiment d'énergie, on le sent à sa lecture, et voilà, c'est passionnant. Une autre caractéristique de votre livre, c'est l'humour, parce que cette Marie, elle est très drôle, elle est assez cynique sur ce qui lui arrive. Et
on pourrait dire que le titre en fait parfum montre bien cet humour-là, parce que Dog Run, peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. C'est difficile de croire qu'un chien et qu'un parc à chiens joue un rôle essentiel dans un roman, mais c'est le cas dans le vôtre. Alors, sans rien dévoiler de l'intrigue, est-ce que vous pouvez juste nous éclairer un petit peu sur ce titre? Well, the rise of dog runs were occurring back then, where they would take these parts of the park and set them just aside for dogs. The one in Tompkins Square Park is the one I specifically refer to in this book, and it became this kind of strange, I don't know, alternate reality where people would bring their dogs and relate, and through them sometimes relate to each other, and just the idea of this whole community being a dog run, of people just kind of moving in and out and mating and surviving and whatever. That's why I call it dog run, I guess. À l'époque, il y avait pas mal de parcs de ce genre qui se créaient. En fait, c'était l'idée de réserver un coin de square public, en l'occurrence le Tompkins Square Park, dans le cadre du roman, pour les chiens, pour qu'ils puissent courir. Et en fait, je voyais ça un peu comme une sorte de réalité alternative, d'univers particulier où les gens se retrouvent régulièrement, il y a des gens qui passent et qui créent un lien au travers de ces chiens. Et donc, c'est une espèce de communauté un peu étrange qui se retrouve dans ce lieu-là. Voilà d'où vient le titre. Et tout part de là, parce que ce parc à chiens va donner lieu à la fois à des rencontres, à des scènes cocasses, comiques. Voilà, c'est un lieu central. Une petite phrase pour souligner l'humour un peu déjanté d'Arthur Nersessian. Je me suis réveillé le lendemain après-midi avec une gueule de bois qui me faisait tournoyer comme si j'étais accroché au ventilateur du plafond. C'est très visuel et on s'y voit déjà. Voilà. Et je crois qu'on va rester à New York. Et on va rester à New York, tout à fait. On va rester à New York, on va continuer à parler de création, parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais effectivement, la création joue une place importante dans votre roman, puisqu'on suit cette jeune femme qui va devenir, qui en tout cas tente de devenir écrivaine. Et dans votre roman également, Seth, l'écriture joue une place importante, et l'écriture cette fois de scénario, puisqu'on va suivre Paul, qui rêve d'être auteur. Et au tout début du roman, il est certes auteur, mais dans une revue érotique, une revue dont vous dites qu'elle est érotique aux prétentions littéraires, ce qui veut tout dire. Mais lui rêve de faire des films, en fait. Et la critique, c'est vraiment alimentaire. Et il va rencontrer un vieil ami qu'il avait perdu de vue depuis longtemps, un ami qui s'appelle Jay Gladstone. Pour ceux qui ont lu Mécanique de la chute, et comme le disait Pascal, c'est un personnage qu'on a déjà rencontré dans vos romans. Alors c'est là où on pourrait parler de comédie humaine, mais ça nous entraînerait trop loin parce que c'est presque balzacien. Jay Gladstone, donc, et une jeune femme qui s'appelle Avery, qui, elle, est une magnifique femme africaine-américaine, d'origine africaine, comédienne qui joue Shakespeare, et cette rencontre va changer sa vie puisqu'il va se lancer dans l'écriture d'un scénario pour le cinéma. On peut peut-être commencer d'ailleurs par ça, puisque le scénario qui est au cœur du roman est un truc un peu dingue. On a presque envie de se demander quel film ça pourrait réellement donner. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du scénario en question? Yeah. Mieux que moi. I'd like to begin by saying I feel like I'm having LASIK surgery, which is a little bit of the human comedy. It's, believe it or not, from a script that I wrote the treatment of with another writer in 1982. We were young and naive, and we thought we could make a movie called The Last White Man. And we blocked it out, and luckily it never happened. It's one of the few things I've done that did not occur that I don't regret it not occurring. Oui, d'abord je voudrais dire que j'ai l'impression d'être sur une chaise de chirurgien, mais tout va bien. Ça fait partie de la comédie humaine. Oui, ce scénario est un vrai scénario que j'avais eu l'idée d'écrire avec un ami en 1982 qui s'appelait effectivement Le Dernier Homme Blanc. Donc ça parle du dernier homme blanc. Hein. Peut-être qu'il expliquera. Maybe you'll explain what it's about. No? Well, to give a brief summary, and remember I was 25 years old at the time. Donc j'avais 25 ans à l'époque.
a virus has occurred which has, in America, which has killed all the white people. Un virus aux États-Unis a tué tous les blancs. There's one left. Il n'y en reste qu'un. He has to travel from New York to Los Angeles without being apprehended Il doit voyager de New York à Los Angeles sans être repéré, because they want to put him in a zoo. parce qu'on veut le mettre dans un zoo. Voilà le scénario. Donc, en tout cas, ce scénario que j'avais eu l'idée d'écrire à l'époque avec un ami n'a jamais eu lieu. Ça fait partie des rares projets de ma vie qui n'a jamais vu le jour. Et je n'ai aucun regret que ce projet n'ait jamais vu le jour. And so it went in a drawer in 1982, Donc, ce scénario est allé dans un tiroir en 1982. and I pulled it out 40 years later when I needed an incredibly stupid idea for the movie these guys would try to make. Donc, je l'ai sorti de mon tiroir 40 ans plus tard, quand je cherchais une idée de scénario idiote que ces deux jeunes personnages auraient envie d'écrire pour le livre. Bon, bravo, c'est réussi en tout cas. Et donc, on a oublié de dire que le roman se situait dans les années 70. Et donc, le scénario que vous évoquez, vous placez les questions liées à l'identité au cœur de ce scénario. Est-ce que le fait que l'action se situe aux années 70 sert le propos du scénario, justement? Est-ce que vous auriez pu situer l'action 20 ou 30 ans plus tard? Well, I said it in the 70s because one of the themes of the book is race. Oui, le roman, j'ai choisi de le situer dans les années 70 parce qu'un des thèmes centraux, c'est la question raciale. And in America, in 2024, you're not allowed to talk about race if you're white. En Amérique, aux États-Unis, en 2024, on n'a pas le droit de parler de questions raciales quand on est blanc. So I thought I would set it in the 70s, also because I wanted to write about that period in New York City. C'est aussi parce que j'avais très envie de parler du New York de cette époque-là. But it turns out you're also not allowed to do that. Mais il s'avère qu'en fait, j'avais pas le droit non plus de faire ça. C'est-à-dire que même parler de ces questions dans les années 70, j'avais pas le droit. And that's why the book hasn't been published in English. C'est pour ça que le livre n'est pas publié aux États-Unis. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Du coup, vous me précédez. Le livre est sorti il y a 1 an en France et vous avez fait le choix de le publier de le publier en France et pas aux États-Unis. Et du coup, j'allais vous demander une mise à jour. Donc, le livre n'est toujours pas paru aux États-Unis. It still hasn't been published in the States. Non, Vous toujours avez pas. vous avez cherché à le publier. Enfin, c'est une volonté de votre part ou pas? We are about to try again. On va réessayer de le sortir. Après les prochaines élections. After the election? After the election. Yeah, after the election, exactly. Ouais, voilà, on attend les élections. Donc, comme pour Dog Run, la ville de New York est au centre du roman, et avec une liberté assez exceptionnelle en fait. Le fait que ça se passe dans les années passées l'explique peut-être, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que donc c'est le choix parce que vous vivez là, j'imagine. Enfin, le fait de donner cette place-là à la ville comme ça. Comme pour Arthur. Yes, New York was given an important role because I used to live there. And after listening to Arthur talk about it, I feel like New York is a woman we both used to date. Oui, j'y ai vécu et en écoutant Arthur, j'ai l'impression que New York est une femme avec laquelle on est tous les deux sortis. And somehow we cannot stop thinking about her. Et on n'arrive pas à s'arrêter de penser à elle. And there was something about New York City in the 1970s when it was truly an unusual place and a magnet for artists and all the things that Arthur talked about before. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très particulier à New York dans les années 70. C'était une ville qui attirait énormément d'artistes et c'était un endroit unique. Donc il y a pas mal de points communs en fait entre vos deux romans, à la fois la ville, le milieu, l'écriture. Le vôtre a cette particularité de parler du cinéma et vous n'êtes pas tendre avec le milieu. Vous parlez de votre expérience. Yeah, well, I'm quite hard on the movie business. Well, I'm a screenwriter. Oui, je suis dure avec ce milieu du cinéma parce que j'ai écrit pour lui, j'ai écrit pour le cinéma. I worked in Hollywood for a long time. J'ai travaillé à Hollywood pendant longtemps.
And Hollywood is a business designed to make writers cry. Et Hollywood est une machine qui fait pleurer les auteurs. So it's not difficult for me to be hard on the movie business. Donc c'est pas dur pour moi d'être dur avec le monde du cinéma. Alors, ça fait pleurer les auteurs, mais ça fait rire le lecteur quand même, parce que là aussi, autre point commun que vous partagez, le livre est très très drôle, quoi. Vraiment, on rit beaucoup en le lisant. Pour revenir un petit peu sur la thématique de la table ronde, Jay Gladstone, dont on parlait tout à l'heure, était déjà au cœur de votre roman Mécanique de la chute. Vous le remettez en scène dans celui-ci. On pense aussi un petit peu à Rastignac avec le personnage de Paul. Donc, vous me voyez venir. Est-ce que Balzac vous a inspiré? Est-ce que vous essayez de faire comme lui une comédie humaine avec 92 romans? I'm not trying to write 92 novels about Jay Gladstone, but I think I might write a third. He's a character who I, like New York City, find myself drawn to again and again. I wanted to explore how the character who was the leading character in Mécanique de la Chute got to be the man that he was. And in the third book that I'm thinking about, we'll see what's happened to him after the events of Mécanique de la Chute and how he has evolved as a human being after being in prison. J'écrirai sûrement pas 92 romans sur Jay Gladstone, mais j'en écrirai probablement un troisième. Je suis attirée par lui comme je suis attirée par la ville de New York. Et j'ai choisi dans celui-là d'explorer comment il était devenu l'homme qu'il était dans Mécanique de la chute, donc dans Plan américain, comment il était devenu ce milliardaire propriétaire d'une équipe de basket qui va avoir une chute tragique. Et dans le troisième, je vais explorer quel homme il est devenu après cette chute, c'est-à-dire après avoir fait de la prison. Quel teasing. Alors, comédie humaine, donc dans un cas, parade dans le vôtre, Rachel Cusk. L'apparence aussi est au cœur de votre dernier roman. On y suit plusieurs personnages. Alors, votre roman, il est incroyablement perturbant. Il fait se poser plein de questions et c'est aussi pour ça que je voulais terminer par vous, parce que je pense que j'ai environ 1000 questions à vous poser. Je ne vais pas pouvoir toutes vous les poser aujourd'hui. Il y a une galerie de personnages qui est brossée. Tous ont un point commun qui est l'initiale G. Alors c'est un procédé que vous aviez déjà utilisé dans vos romans précédents, l'utiliser une initiale. Parfois, on a l'impression de reconnaître des gens, on a l'impression de se raccrocher à quelque chose, puis en fait, vous explorez des pistes que vous abandonnez. Ils ont tous un point commun, c'est d'être artistes. Et là aussi, c'est un point commun avec les romans précédents. Même si ce ne sont pas des artistes qui écrivent, mais plutôt des artistes peintres, plus un qui est réalisateur. Le monde de l'art, vous l'aviez déjà abordé dans la dépendance. Vous parlez de la création, qui est au cœur de la narration, mais vous abordez aussi d'autres thèmes qui vous sont chers, comme celui de la maternité, par exemple, la féminité, les liens familiaux, les liens avec les parents aussi, et ce que c'est que d'avoir des parents artistes. Et le roman est découpé en 4 chapitres aux intitulés assez mystérieux et se déroule dans une construction que moi j'ai trouvée très très audacieuse et vraiment intéressante. Alors dans les 2 romans que dont nous avons parlé précédemment, New York était le cœur de l'intrigue et vraiment un personnage. Là, vous faites le choix complètement opposé de ne pas ancrer finalement l'action ni dans un pays ni dans une réalité. C'est pas daté non plus. Comme si vous aviez voulu donner une forme d'intemporalité à votre propos, une neutralité. On peut peut-être démarrer par ça, d'ailleurs. Pourquoi ce choix d'avoir voulu gommer l'ancrage des actions de votre livre? Does this work? Yes. Well, if these two feel like they've dated the same woman, I feel like the woman no one wants to date on this panel. Oui, alors mes 2 collègues ici disent qu'ils ont eu la même femme ils sont sortis avec la même femme, et moi j'ai l'impression d'être la femme avec laquelle personne ne veut sortir. So I guess the answer lies a bit in the kind of latter evolution of my work, which has been trying to write in a way that allows or forces the reader to
not quite write the book, but to supply their own content. Donc pour répondre à votre question, ce choix que j'ai fait tient à l'évolution de mon travail récemment. J'essaye en fait de forcer le lecteur à mettre de lui-même dans le livre. And in this book, which is definitely a very fragmented text, held together by a kind of manifold artist figure called G, who is different artists, and some of them are kind of semi-recognizable or correspond to you know, some quite famous artists. I guess I felt that anybody reading the book, most people reading the book, would have their own kind of story of visual art, their own group of artists that have meant something to them, that you know, they've sort of lived alongside, and so kind of the idea is that you the reader will sort of interpret those figures as being, you know, the people that mean something to you, but in fact all that's happened is that I think readers have done a lot of detective work and tried to figure out who these people actually are in reality. Oui, donc ce livre est un texte qui a un aspect assez fragmenté, et ce qui le tient ensemble, c'est cette multiplicité d'artistes qui portent le nom de G, et on peut reconnaître certains artistes célèbres qui ont bien existé parmi certains de ces personnages. Et je me suis dit que la plupart des lecteurs pourraient investir leur propre représentation et reconnaître des artistes qu'ils connaissent. C'était donc, selon moi, au lecteur d'interpréter le texte. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que beaucoup de lecteurs ont voulu jouer au détective et chercher à reconnaître tel ou tel personnage, tel ou tel artiste. Et pourquoi avoir choisi, vous y répondez en partie, mais pourquoi avoir choisi le milieu de l'art pictural en particulier, en fait, parce que vous insistez beaucoup, il y a au moins 3 parties sur 4 qui vous mettez en scène des peintres. Pourquoi ce domaine de l'art en particulier? Again, it's something my work has been traveling towards, I guess, which is a really serious turn away from the idea of narrative and stories and imagination and fiction, and towards, I suppose, wondering kind of what a visual image is, what the image is, and what the creator of the image is doing with life and with their self, and what we then do in response to that image. So, you know, an image is a representation, but it has a completely different morality from a text. And it seemed to me that it makes, you know, when someone looks at a painting, they take something much more indeterminate away from it than they do from reading a novel. And I felt that mystery had a pretty big bearing, I suppose, on some questions about contemporary existence and being and identity. Oui, mon travail en fait s'oriente vers ce type d'art, donc la peinture, et ça me permet en fait de m'éloigner de l'idée de texte, de récit. Je me suis orienté plutôt vers l'idée d'image, c'est-à-dire à me poser la question de ce que un créateur fait avec une image, ce qu'un créateur raconte de lui-même, et également ce qui est intéressant, c'est la réaction que l'on peut avoir face à une image. Une image, c'est une représentation de la même manière qu'un texte, mais c'est un type de représentation très différent. Et je pense que lorsque l'on observe un tableau, eh bien cela suscite des réactions plus indéterminées que ne peut le faire un texte. Et je pense que c'est ce mystère-là que j'ai voulu appréhender, ce mystère qui nous offre une porte d'entrée sur l'existence contemporaine et sur la notion d'identité. Alors vous faites quand même des parallèles entre l'artiste peintre et l'écrivain. Même si vous distinguez, il y a des très beaux passages sur l'écriture, puisqu'il y a un de vos personnages qui passe aussi par l'écriture.
Et vous dites une phrase que je trouve assez belle. Parmi tous les arts, l'écriture était celui qui résistait le plus à la dissociation du moi. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir ce propos un petit peu? Well, so this particular G, who's the last one, works anonymously. And he's a filmmaker who has made up a false name for himself so that his mother will never find out that he is the maker of these films, and she thinks that he's a school teacher in rural France. And this is these are true facts. And when I found out about this person, the idea that I or anyone could all along have remained anonymous, created anonymously, seemed so extraordinary to me. And so appealing, and to solve so many problems. And I guess it was that sort of thinking about why a text, why a novel or any kind of prose text is so exposing of oneself. It's, I guess, because language is a medium. You cannot have a total awareness of it because it is you. And so you can't ever really, other than by not putting your name on it, you can't ever really dissociate yourself from it. Oui, alors il y a un de ces artistes, donc G, le dernier de cette série de personnages, qui travaille de manière anonyme. Et il s'agit d'un réalisateur de films qui a signé ses films sous toutes sortes de pseudonymes, de façon à ce que sa mère n'apprenne jamais qui il était, que c'était lui qui faisait ses films. En fait, sa mère croit qu'il est instituteur dans la campagne quelque part en France. C'est une histoire vraie. Ce personnage. Et quand j'ai appris l'existence de ce personnage, eh bien, cette idée de l'anonymat du créateur m'a semblé à la fois extraordinaire et séduisante parce qu'elle permet de résoudre beaucoup de problèmes. En fait, quand on utilise le médium du texte, de la prose, du roman, on s'expose beaucoup puisque le langage fait partie directement de nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai choisi d'ancrer ce personnage dans un anonymat. Même si finalement dans ce livre-là, vous vous cachez aussi un petit peu parce que vous déconstruisez complètement le roman en employant donc cette initiale qui est commune à tous les personnages qu'on va retrouver de partie en partie, mais vous coupez aussi la narration par des morceaux qui sont écrits à la première personne du singulier. Donc vous arrivez à déconstruire vous-même ce que vous avez dit précédemment, en fait, finalement, parce que vous avez une voix unique qui est celle justement du mystère, etc., mais que vous diluez un petit peu avec ce procédé de construction très novateur, quoi. I guess another sort of thread in all of this that relates to what you're saying is the sense that I've had that the lives of visual artists have some protection that the life of a writer doesn't have, and that making a biographical interpretation of a painting is not a normal thing to do, and even more that visual artists have a kind of license, a freedom as human beings that is guaranteed by the impenetrability of what they create. And I thought that these lives of artists were almost like completely unused forms that could reveal the self, myself or anybody's self, in a completely new way. Not an idea that you would take to Hollywood, but... Oui, il y a un autre thème pour répondre à votre question, c'est le fait que la vie des peintres ou des artistes picturaux bénéficie d'une protection dont ne bénéficient pas les auteurs. Quand on regarde un tableau, il ne viendrait à personne à l'idée d'en déduire une interprétation biographique. Ce n'est pas quelque chose de normal. Donc les peintres, les artistes picturaux ont une liberté qui tient au caractère impénétrable de leur création.
Et justement, je pense que ces vies d'artistes sont des formes inutilisées, et j'ai voulu m'y intéresser pour révéler leur moi, leur identité. Alors, je ne suis pas sûr que cela fonctionne bien à Hollywood. Tout ça a forcément un lien avec le titre de votre roman aussi, Parade, qui est, à mon avis, le cœur du livre, enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété, qui est le début, je crois me rappeler, de la 3e partie. Et donc, il y a une parade dans la rue. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous en toucher un mot de ce passage en particulier? That's a little bit weirdly to do with the fact that I came to live in France 3 years ago, and really was forced into, and for an English person, it's an unusual state to be forced into, a realization of the barrier of language and the obscurity that it can create. And this came up immediately in translating my book. La Dépendance was the title that my translator came up with, and the original title was Second Place. And that second place could not be translated because it's a double entendre that it has no equivalent in any other language, in fact. And so I suppose my experience of reading pretty much exclusively in French since I've come here has really changed my English a lot, but it's also made me very instinctively try to find words that are not obscured between languages. And I really, part of the meaning of Parade, even though it has lots and lots of moral complexities attached to it, some very negative ones as well, it's a very transparent word that works in lots of different languages. And that's not a commercial thought, that's a thought about translation. Oui, alors je suis venu vivre en France, et comme je suis anglaise, j'ai bien été obligé de m'apercevoir à quel point la barrière de la langue était un obstacle, un facteur d'obscurité. Et vous l'avez dit, un livre précédent que j'ai écrit a été traduit en français. Le titre de français, c'était La Dépendance. Mais en fait, le titre est assez différent du titre original. Il y a une allusion, un jeu de mots qui n'a pas vraiment pu être rendu. Et par la suite, je me suis mis à lire uniquement en français, et ça a changé la manière même dont j'envisage ma langue, l'anglais. Et donc j'ai voulu trouver des mots, et donc ce titre, un mot qui soit transparent, qui puisse se comprendre aussi bien dans les deux langues, le mot parade, qui par ailleurs a toutes sortes d'implications morales et qui présente une certaine complexité. Et qui constitue une scène cruciale de votre livre aussi, la parade en elle-même. Yeah. Which is a scene of sort of joy and destruction. And equally, as I say, could also be a scene of, I don't know, demonstration of force, of violence. So it does unite a lot of the themes in the book. Oui, et cette scène donc de parade, c'est une scène à la fois de joie et de destruction, qui fait penser aussi à une forme de démonstration de force, de violence, autant de thèmes présents dans le livre. Et donc le thème, et on va boucler, un des thèmes essentiels, enfin le thème essentiel, celui de la création. Vous faites pas mal de liens aussi avec la maternité dans ce livre et dans vos livres précédents. Est-ce que là aussi vous pouvez nous dire en quelques mots le rapprochement que vous pouvez faire entre les deux, donner naissance à un enfant, donner naissance à une œuvre? Well, the book really concerns itself with how a female creator can come to exist, as opposed to a woman who creates in a world of male values, what an authentic female creativity would look like. And you know, one of the most identifiable artists in the book is Louise Bourgeois, who I've sort of used as an example of someone who lived her biological destiny as a woman. She was a wife, she was a mother, and only really by going through that found
her true her true creativity, her true expression, and got to the end of it. Oui, alors la question que je me suis posée, c'est de savoir comment une artiste femme peut exister dans un monde de valeurs masculines. Et l'un des personnages qui est le plus facile à identifier dans mon livre, c'est celui de l'artiste Louise Bourgeois, qui, d'un côté, a vécu pleinement sa destinée biologique, puisque c'était une femme, une mère, et qui, à travers ce destin, s'est aussi accomplie comme artiste. Donc trois visions de la création, finalement, avec ces 3 romans. Il y a plein de ponts, plein de points communs. On a parlé de la comédie humaine, mais aussi ce que c'est que de créer. 3 livres vraiment délicieux. Vous allez vous régaler avec, et pour des raisons très différentes. Donc merci beaucoup à vous 3 et aux interprètes aussi, bien sûr. Et peut-être aussi dire qu'il y a une démonstration que la création se retrouve souvent en opposition avec l'ordre du monde. Et peut-être cette phrase puissante et mystérieuse, « Soudain, nous ne pûmes tolérer le capitalisme. Sa présence dans notre vie, dont il avait insidieusement fait une prison, nous était répugnante. Notre mère était-elle une fonction du capitalisme ?» Très étonnant. Rappelons les livres dont il était question aujourd'hui. Parade de Rachel Cusk, dans une traduction de Blandine Longre, chez Gallimard, aux éditions du Monde Entier. Plan américain de Seth Greenland chez Liana Levy, dans la traduction de son interprète de ce soir, Adeline Pradon. Et enfin, Dog Run d'Arthur Nersessian aux éditions de La Croisée, dans la traduction de Charles Bonneau. Merci, mesdames et messieurs, c'était formidable. Merci, Marie-Ève. Merci beaucoup.